Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine et pendant quelques temps, je vais me concentrer sur une période qui démarre à peine et qui est une période que j'aime beaucoup. Pas pour tout ce qu'elle représente, mais pour certains aspects très intéressants. À mes yeux, c'est la rentrée littéraire. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, puisque la rentrée commence dès maintenant avec l'écrivaine Mintra Nui, qui vient donc de publier son nouveau livre « Un enfant sans histoire » aux éditions Actes Sud. Ce livre a pour inspiration Paul, le fils de l'autrice qui est autiste, et à qui Mintra Nui tente de donner une histoire à travers les mots. Elle entrelace son récit de l'histoire de Temple Grandin, une américaine également autiste, qui connaîtra un parcours bien différent de celui de Paul. Et avec Mintra Nui, nous nous sommes rejoints dans un café, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu affaire à des bruits de percolateur, et on a parlé ensemble de la manière dont s'illustre l'autisme de Paul, de la manière dont le destin de Temple Grandin a résonné en elle, du véritable retard de la France lorsqu'on parle d'autisme, ou encore de Serge, le petit frère de Paul qui a créé une nouvelle place dans le foyer. Bonne écoute. Bonjour Mintra Nui. Bonjour. Alors nous sommes dans un café, il est possible qu'il y ait un petit bruit de fond, mais ça arrive parfois, et si vous écoutez régulièrement, je doute pas que vous êtes au courant, mais normalement on devrait pouvoir s'entendre tout à fait correctement. On va tenter, on va faire le maximum. Pour parler de Un enfant sans histoire, ton nouveau livre que je peine à appeler roman pour la simple et bonne raison que cet enfant sans histoire dont il est question, c'est Paul, ton premier fils, qui a aujourd'hui 9 ans, je crois. Tout à fait. Et qui est autiste. C'est de ça dont il est question dans le livre, mais pas seulement, bien sûr. Mais c'est, disons, le point de départ. Alors, tu as découvert que Paul était autiste par son comportement. Tu en parles d'ailleurs dans le livre. Je cite, « Contrairement à la grippe, au cancer des poumons ou à la rougeole, l'autisme ne possède pas de marqueurs biologiques. Ce n'est pas via une analyse de sang, d'urine ou de salive qu'on le diagnostique, mais par une observation et une évaluation des comportements qui s'appuient sur des échelles développementales standardisées. » Comment, de ton côté, s'est illustré l'autisme de Paul pour planter le décor de manière très concrète ? Eh bien, initialement, en fait, ce qui nous a alertés, mon mari et moi, c'est que Paul ne répondait pas à son prénom. Donc on l'appelait et il ne répondait pas. Donc on a pensé à son audition, on est allé voir le médecin, il a vérifié son audition par 3 fois. Et par 3 fois, il nous a dit non, il n'y a aucun problème, c'est juste que certains sont un peu plus en retard que d'autres. Voilà. Et ensuite, on est parti en vacances avec des amis, et dont la mère, qui est une amie proche, a eu le courage de me dire, en fait, après ces 2 semaines de vacances, elle a 3 enfants. Écoute, je pense que tu devrais consulter pour Paul un autre médecin parce que voilà, je suis un peu troublée par son comportement. Et en effet, je me suis dit, tiens, bon, évidemment, le coup de fil m'a affolée, mais je le sentais, en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Paul. Il était colérique, il ne dormait pas, et en faisant des recherches, j'ai vu que si jamais un enfant à 18 mois ne pointe pas du doigt, ne répond pas à son prénom et ne regarde pas dans les yeux, ce qui était dans les 3 cas le cas de Paul, il y a des grosses chances pour qu'il soit autiste. J'en ai parlé à mon mari qui a été dans le déni total, ce qui est logique dans un premier temps. Et ensuite, il l'a accepté. Mais initialement, il s'est dit non, mais t'es folle, tu regardes des diagnostics sur Internet. Bon. Oui. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai consulté en effet un autre médecin qui l'a observé Paul et a dit qu'en effet, il y avait un problème de développement, mais elle n'a pas pu nous dire, cette médecin, ce qu'on avait à faire. Elle nous a simplement envoyé dans un CMPP. Qui est qui est un centre médical. Mais alors à chaque fois je me trompe dans l'acronyme. Mais c'est un centre médical. J'ai mis un glossaire à la fin du livre pour les quelques acronymes un peu chiants de ce type. Mais c'est centre médico-psychologique, je crois. Comme il apparaît qu'une fois, du coup, je le mets dans le livre. Mais voilà, c'est en fait un centre qui reçoit les enfants avec normalement des troubles psychologiques. Et pour résumer. Et là, effectivement, ce qu'on m'a dit, c'est ah oui, en effet, il y a un problème. Pareil, la personne qui nous a reçus a regardé Paul. Alors, elle ne l'a pas touché, elle ne lui a pas parlé. Mais bon, il courait partout. Effectivement, il ne semblait rien écouter ni entendre de ce qu'on disait. Il se roulait un peu par terre, il criait. Et puis, elle nous a dit, bon ben,
Je pense que donc en effet il y a un problème. On a dû lui arracher au bout de longues minutes que sans doute, ce qu'elle nous a dit exactement, aujourd'hui il serait à la mode de parler du trouble du spectre autistique, donc TSA. Mon mari d'ailleurs était tellement dans le déni qu'il a entendu trouble autique et donc il n'a pas du tout pensé que c'était de l'autisme, et c'est simplement à la fin que quand il m'a dit bon tu vois il n'est pas autiste, je lui ai dit mais t'es fou. Viens de nous Qu'est-ce que dire t'as pas compris. Voilà, donc c'est pour quand même donner une idée de la profondeur de son rejet initialement, mais je comprends, c'est quand même une condamnation. Et ce qui était assez étonnant, c'est que mon mari est avec moi, mais elle lui a pas posé de questions, elle lui a quasiment pas parlé. En revanche, moi, elle m'a cuisiné sur ma famille, sur le passé. Et ensuite, elle en a déduit que sans doute le fait que Paul ne parle pas était lié au fait que j'étais d'origine étrangère, et que je descendais donc d'exilés, qu'au Vietnam, il y avait eu, je cite, beaucoup de violence. Et que par conséquent, sans doute, il y avait eu un trauma qui s'était créé et qui s'était transmis à Paul en sautant manifestement une génération. Et puis c'est un trauma un peu particulier puisque par exemple ma sœur qui a aussi 3 petits garçons qui ne sont pas autistes, là on ne sait pas pourquoi le trauma il n'est pas passé, quoi. Ouais, elle ça va. Voilà, elle c'est bon, mais nous, voilà. Et on m'a dit qu'il fallait que je fasse une psychothérapie parent-bébé pour renouer un lien avec l'enfant. Et ensuite cette tendance qu'on a remarquée en fait avec mon mari à penser que l'autisme est lié à un traumatisme psychologique. On a découvert que c'était une tendance qui scientifiquement n'était pas valide, que ça faisait des années que ça avait été démontré, mais qu'en France, qui est le pays qui a le plus de psychanalystes par habitant au monde, il reste en fait des racines indéracinables par rapport à cette croyance. Et donc ça nous est arrivé souvent par la suite d'avoir des gens qui nous disaient « mais oui, mais peut-être que tu ne le voulais pas vraiment, mais peut-être que tu l'aimais trop, peut-être que tu l'aimais pas assez. » Voilà. Et alors c'est scientifiquement démontré, d'ailleurs officiellement il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé en France qui est paru en 2012 et qui affirme que c'est les stratégies éducatives qui peuvent aider l'enfant autiste, tandis que les méthodes dites psychanalytiques ou psychologiques, le niveau de preuve concernant leur efficacité est tout simplement nul. Mais malgré ce, les recommandations ne sont pas toujours appliquées, elles ne sont pas contraignantes en fait. Dans les faits, tu évoques un certain retard de la France par rapport aux autres pays. Qu'est-ce qui manque par exemple? Les gens ne sont pas formés? On évalue à 3-4 décennies de retard la France par rapport... 3 fois rien. 3 fois rien. Et la France a été condamnée 5 fois par le Conseil de l'Europe en fait, pour discrimination vis-à-vis des autistes. Qu'est-ce qui manque? Alors évidemment la formation c'est un point clé. En fait il n'y a pas de filière de formation en France. Il en existe une qui doit former peut-être on va dire 10, 20, 30 personnes dans le Nord. Et là elle est strictement en effet liée au comportementalisme comme on l'appelle. Donc là c'est vraiment une stratégie éducative pour apprendre à l'enfant ce qu'il n'apprend pas naturellement. On va mettre en place des tas de trucs et astuces en fait, scientifiquement établis et personnalisés pour chaque enfant en fonction de ce qu'on veut lui apprendre. Donc ça peut être, je sais pas, la propreté, mais ça peut être montrer du doigt, ça peut être savoir des parties de son corps, dire que le nez est là, que voilà. En fait, tous les autres enfants, naturellement, ils l'apprennent, ça. Ils nous regardent, ils nous imitent, ils ont un lien social avec nous, ils veulent faire comme papa et maman ou comme le copain, et donc ils apprennent. Et les enfants autistes ont manifestement un blocage dans le développement du cerveau qui fait que ça, ils n'arrivent pas à l'apprendre aussi facilement. Et évidemment, ça dépend des enfants, mais en moyenne, il faut 7 fois plus de répétitions que pour un enfant, ce qu'on appelle neurotypique. Et donc la France, alors qu'il y a 700 000 autistes en France, dont 350 000 ne parlent pas, comme Paul, donc sont atteints d'un autisme assez important, vraiment handicapant, il n'y a pas vraiment de filière de formation, parce qu'en dehors du fait que il faudrait un personnel qualifié au sein, j'en sais rien, évidemment des hôpitaux. Alors, il y a quand même des progrès, mais enfin, ils sont très lents. Il y a des hôpitaux spécialisés. À Paris, par exemple, Robert Debré est un hôpital de référence, en l'occurrence. Mais dans l'absolu, il manquerait peut-être aussi un peu de structure aussi. Et il manque des structures d'accueil pour les enfants.
Je pense aux parents qui sont souvent épuisés et donc nous par exemple on a cherché beaucoup de structures de répit, il y en a très très peu. Ouais, tout le monde. Voilà. Et bon, les parents évidemment plongent tous dans une dépression totale, ils sont généralement mal accompagnés, déjà on les a accusés d'être un peu à l'origine de l'autisme de leur enfant, mais en plus ils ne savent pas que les attelants un safari administratif avec des dossiers de 20 pages à déposer à la MDPH pour avoir éventuellement une aide. Ils ne savent pas que selon le département qu'ils habitent, le traitement ne sera pas le même, parce que ce n'est pas la même commission qui examinera le dossier et que ce n'est pas les mêmes médecins et donc pas forcément la même vision de l'autisme qui sera du coup en jeu. Et les parents eux-mêmes pourront aussi plus ou moins bénéficier d'aide selon la richesse de la maison départementale. Par exemple, la maison départementale de la MDPH de Paris, elle est riche. La MDPH du 93, elle est moins riche. Ouais. Donc il y a tout un ensemble d'inégalités territoriales aussi qu'ils doivent affronter. Et en dehors de ça, c'est vrai que de manière générale, les enseignants n'ont pas d'aide et ne sont pas formés non plus pour pouvoir accueillir éventuellement des enfants avec un autisme plus léger dans leur classe. Ils ne savent pas ce que c'est, on leur a rien dit. Les formations, quand elles existent pour les accompagnants d'enfants autistes, elles datent de décennies en arrière, donc elles sont en fait absolument pas adéquates. Et par ailleurs, le statut même des accompagnantes, François Ruffin en parlerait bien, qui a fait un documentaire notamment sur ce type de profession. Oui, c'est le seul qui a tenu un discours un peu intelligent au moment de cette polémique avec Zemmour qui parlait de l'école inclusive. Et en fait, Ruffin, tout le monde a dit Zemmour est méchant, Zemmour a tort. Moi, j'aime pas Zemmour, évidemment. Enfin, sans doute, je pense. Mais le seul qui a tenu un discours dont on voyait qu'il connaissait le dossier, c'est Ruffin. Tous les autres, ils ont juste balancé sur le thème parce qu'ils ont compris qu'il fallait aller là où allait le vent. Mais personne ne s'était informé. Donc Ruffin, lui, il a dit oui, il y a un problème en France de formation, il y a un problème de statut, ces femmes sont sous-payées, parce que la plupart du temps ce sont des femmes, elles sont au SMIC horaire, mais en leur déplacement d'un établissement à un autre ne sont pas rémunérées. Elles avaient auparavant peut-être 2, 3, 4 enfants, maintenant il y en a beaucoup plus, parce que ce qu'a fait en fait la France, c'est ok, on va faire de l'intégration, ok, on va faire de l'inclusion, mais on ne veut pas que ça coûte cher, pas trop. Donc elles auront beaucoup plus d'enfants à gérer et quand on a 5, 6, 7 handicaps à gérer, c'est pas possible. Ouais. Et donc elles abandonnent parce qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de progression et voilà, le travail est hyper dur. Ouais, et de manière un peu plus globale, est-ce que plus largement on peut dire que l'autisme ça dit quelque chose de notre société ? Peut-être que cette chose c'est qu'on met la lumière ailleurs que sur les plus forts, sur les plus... Oui, en fait, moi je pense que le livre, Un enfant sans histoire, évidemment, c'est un livre intime, c'est un livre personnel où je raconte l'histoire de Paul et notre histoire. J'essaye de lui donner en tout cas une histoire, mais effectivement je pense qu'il y a un aspect politique, dont d'ailleurs je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit présent initialement, c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, parce qu'au départ on ne sait pas toujours où un livre nous mène en vérité. Ensuite on s'aperçoit que voilà, il pointe vers une direction et on creuse cette direction éventuellement, ou on ne la creuse pas d'ailleurs si ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais là en l'occurrence je pense qu'en effet le handicap de manière générale et l'autisme en particulier, et la façon dont on l'accueille en France et la façon dont on le traite dit malheureusement que la France rentre en contradiction totale avec sa devise républicaine, à savoir que oui, je pense que la façon dont on traite les plus vulnérables et les plus blessés, en fait c'est le signe de la valeur qu'un pays accorde à l'humanité de manière générale. Donc c'est le signe de l'humanité d'une société. Et à cet égard, la France est très très mal placée et je pense que de toute façon la France c'est un système fondé sur la performance, un discours qui est fondé sur la performance. On parle beaucoup de méritocratie, mais qu'est-ce que c'est que la méritocratie, si ce n'est en fait un darwinisme sans foi ni loi. Parce que moi j'ai beaucoup cru à la méritocratie, tout simplement parce que j'en suis issue. Mes parents en sont issus. Ils étaient pauvres, ils venaient d'un pays en guerre, donc le Vietnam. Ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir a priori, mais ils ont travaillé dur. Et comme ils étaient très bons en maths et en physique-chimie, ils ont conquis des bourses qui leur ont permis de financer leurs études au Vietnam et ensuite d'aller en France. Et en France, ensuite, mon père, il a fait l'école centrale, traumatisé de ne pas avoir eu Polytechnique, le pauvre.
Papa, si tu m'entends. On vous embrasse. Voilà. Et ensuite, ironiquement, ils ont eu 3 enfants d'ailleurs qui n'ont pas du tout fait des sciences, mais qui ont fait des lettres et qui ont fait d'ailleurs l'école des codes par excellence, qui est Sciences Po Paris. Et on a fait tous les 3, c'est marrant. Voilà, on est passé comme ça. C'est On a drôle. tous les 3 voulu être écrivains d'ailleurs, c'est drôle. Enfin, pour l'instant, il n'y a que moi qui publié, mais peut-être que mes frères et sœurs le feront. Toujours est-il que, du coup, moi, ça m'a donné l'idée que tout était possible, parce que mes parents, en se disciplinant et effectivement en travaillant comme des fous, en se sacrifiant aussi pour nous, ils nous ont montré, c'est le rêve américain, c'est tous les mythes qu'on a, à savoir, si jamais vous voulez vraiment, si jamais vous faites les efforts, si jamais vous mettez toute votre énergie dedans, vous y arriverez. Vous aurez le travail, vous aurez la jolie maison, vous aurez la famille heureuse, vous aurez la belle voiture et vous aurez les barbecues le week-end. Voilà. Là, il y a quelque chose aussi de cette même mythologie qui imprègne la France avec cette idée de méritocratie et d'universalisme. Mais en fait, personne n'est pareil à égalité. Évidemment, si jamais vous êtes né dans une famille riche avec un capital culturel important, eh ben devinez quoi, vous allez mieux vous en sortir que si jamais vous êtes né dans une famille pauvre, d'origine étrangère, dont les parents ne parlent pas français. Bah oui, c'est tout à fait logique. Donc par conséquent, parler de méritocratie est en fait un gros mensonge. Ouais. Et en plus, derrière, outre le fait que c'est un mensonge, il y a aussi l'idée que, mais dans ce cas, ça veut dire que si jamais vous êtes handicapé, et que vous ne pouvez rien apporter en termes de croissance à la société, et que vous êtes un fardeau, et tout ce que vous méritez, a priori, c'est donc d'être jeté, si je comprends bien. C'est ça l'idée de la méritocratie. C'est selon son mérite. Mais tout le monde n'a pas les moyens intellectuels ou physiques d'être méritant. Et, voilà. Et bien sûr, c'est ce qu'on voit tous les jours, où l'immigration en est un bon exemple. On ne va pas accueillir cette populace miséreuse en haillons qui n'a pas de diplôme en physique nucléaire, puisqu'ils ne peuvent rien nous apporter. Alors que parfois, d'ailleurs, entre parenthèses, ce sont parfois des personnes très qualifiées en vérité. Mais en dehors de ça, puisqu'ils ne sont pas utiles, on va les jeter. À quoi bon, Voilà. Donc c'est pour ça que, oui, notre société, elle est fondée là-dessus. Elle est fondée depuis longtemps, en fait, sur une mythologie mensongère. Voilà. Après, comme je le disais, moi, j'y ai cru très longtemps. Et sans doute que si j'avais pas eu d'expérience aussi, sismique que celle d'avoir un enfant handicapé, si jamais j'avais eu un enfant neurotypique, peut-être que j'aurais fait comme tous les parents français, qui se disent dès le jardin d'enfants, ou les parents japonais, par exemple, qui se disent dès le jardin d'enfants, bon, faut aller dans la bonne maternelle, la bonne primaire, aller en bonne primaire. Moi, je suis allée pareil. Mais alors, pour le coup, moi, c'est un cas un peu particulier, mais je suis allée au lycée Henri IV, ma sœur est allée au lycée Louis-le-Grand, mon mari est normalien, agrégé docteur. Donc, entre guillemets, on coche les critères du mérite. Donc, je pense que ceux qui, en fait, réussissent par ce biais peuvent parfois, d'ailleurs, être plus sévères en réalité que d'autres. Voilà. Ouais. Voilà. Mais à dire vrai, on avait déjà eu ces discussions au moment où j'étais enceinte de Paul, dont on ne savait évidemment pas à l'époque qu'il serait autiste. Et Alexandre, lui, il m'avait dit, mais moi, je ne veux pas qu'il participe à ce système. Moi, je ne veux pas qu'il participe à un système qui est uniquement fondé sur la performance. Ouais. Parce que, c'est un système en fait égoïste, et je pense que mon mari, en fait, la misère, ça le blesse. L'inégalité, ça le blesse. L'injustice, ça le blesse profondément. Voilà. Donc, il avait eu ce vœu, qui serait peut-être resté un vœu pieux d'ailleurs. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en parallèle, dans le livre, il y a cette histoire de Temple Grandin, qui est né à Boston en 1947, qui est autiste et qui est devenu une personnalité scientifique, connue, reconnue, disons. Célèbre aux États-Unis, vraiment une célébrité totale. En américain, vous dites le nom de Temple Grandin, tout le monde sait qui c'est. Il y a d'ailleurs eu un film, et cette femme, elle s'est intéressée à l'industrie d'élevage, au bien-être animal. Elle a écrit des textes prescripteurs, j'allais dire prestigieux, mais aussi d'ailleurs. Les deux. Prescripteurs. Quel a été le sens de cette mise en parallèle dans le livre ? Et déjà, comment tu as découvert l'histoire de Temple Grandin ? Eh bien, en fait, évidemment, moi, j'ai pas du tout pensé à faire un livre sur mon expérience avec Paul initialement. Parce que tu n'y as pas pensé dès que... Non, parce qu'évidemment, le premier instinct, quand on est parent, on se fout d'un livre, en fait. Tout ce qu'on veut faire, c'est sauver son enfant, point. Ouais. Donc, avec Alexandre, on a déjà passé beaucoup de temps à se documenter et à lire.
Et bon, moi, le livre, c'est ma vie, hein, donc j'en écris, j'en édite, j'en critique. C'est totalement obsessionnel. C'est peut-être d'ailleurs mon trait autistique, mon domaine de spécialité, parce que souvent les autistes ont un domaine de prédilection dans lequel ils sont très forts. Et donc moi, manifestement, ça s'est centré sur le livre, même si autrefois j'aimais les maths. Mais comme mes parents voulaient que je fasse des maths, par esprit d'opposition, il est possible que... je suis allée là, les psychanalystes auront raison, je suis allée droit vers l'opposé, puisque eux parlaient pas français, ne savaient rien de la littérature, n'ont jamais compris ce que je faisais exactement. Et bien, je suis allée vraiment par le domaine qui pouvait être mien, en fait, et qui pouvait pas être le leur. Bon, par ailleurs, il y a un gros problème d'incommunicabilité de manière générale, je pense, qu'ont tous les écrivains, et que j'ai exprimé comme ça, en écrivant. Pour moi, en fait, les livres sont souvent une réponse à un sentiment d'exil qu'on éprouve ou un sentiment d'être étranger. Et là, tout à coup, un autre étranger, un autre exil, c'est celui dont je parle avec Paul. Et initialement, je ne veux pas mettre des mots sur cet exil-là, je ne veux pas mettre de mots sur ce silence-là. Tout ce que je veux, c'est trouver un moyen de sortir Paul du silence. Et donc, entre autres, je lis les livres de Temple Grandin. Mais j'ai lu 10 millions de livres, évidemment. D'accord, ouais. J'ai lu des articles scientifiques, j'ai lu les vies de 50 000 autistes qui avaient écrit, j'ai lu des témoignages de parents d'autistes, j'ai lu tout ce qui était possible et imaginable et que j'avais sous la main, parce que c'est ma façon de procéder de manière générale. T'en as rencontré ? Alors j'ai rencontré des parents d'enfants autistes, parce qu'on fait partie d'une association, parce qu'en fait pour compenser les manques de personnel formé et de structures. Souvent, les parents d'enfants autistes se structurent en association et ensuite, ils emploient des thérapeutes et comme ça, ils arrivent en fait à recruter des compétences. Et on retrouve d'ailleurs ces mêmes problématiques d'inégalité territoriale. Il y a beaucoup de compétences à Paris. Et si jamais on sait se débrouiller, mais alors il faut actionner un nombre de leviers déments, et si on a de la chance, ce qui a été notre cas, on trouve. C'est plus compliqué de trouver dans la Creuse, disons, où il n'y a pas le réseau nécessaire. Il n'y a pas le maillage nécessaire, en fait, diraient les politiciens. Voilà. Et donc je n'avais pas du tout l'intention de faire un livre, mais j'ai engrangé toutes ces informations et toute cette documentation. Et ensuite, à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, Paul ne parlerait pas, et que son niveau développemental resterait celui d'un enfant de 18 mois, de toute sa vie, en fait, ce serait dur. Toute sa vie, il dormirait mal. Toute sa vie, il aurait des douleurs inexplicables et inexpliquées qu'on essaierait de contrer, de pallier. Et bien à partir de là, oui, l'idée d'en faire un livre, à partir du constat d'échec, en fait. Là, l'idée d'en faire un livre m'est venue. Parce que, comme beaucoup d'écrivains, je pense que je suis intéressée par le fait de tenter de raconter l'irracontable, de dire de ce qui ne peut pas être dit, ce qui est caché, ce qui n'est pas transmis, ce qui a été mis sous le tapis. Voilà. Donc c'est un peu ce que je fais déjà dans mes autres livres, mais c'était par rapport à un silence entre les parents et les enfants, mais mes parents et moi-même. Et là, c'était lié aussi à des différences culturelles, à l'exil, aux tragédies que mes parents m'avaient cachées et qui étaient un peu à l'origine en fait de leur installation en France, avec beaucoup de morts, de deuil, qui du coup apparaissent de manière fictive ou détournée dans mes autres romans. Et là, avec ce livre-ci, du coup, je m'étais dit, mais est-ce que je peux mettre des mots sur... Alors, je ne peux pas parler à la place de Paul, mais est-ce que je peux raconter quand même son histoire ? Or, le problème posé par Paul, c'est que contrairement à la plupart des structures narratives de toutes les histoires, qu'elles soient racontées au cinéma, à l'oral ou dans les livres, Paul n'est pas un personnage qui évolue. Alors le principe même, en tout cas de la littérature, on va dire depuis Homère et bien avant, c'est que normalement on raconte une histoire où on a un héros qui s'initie, qui fait un voyage, il part d'un point A et il part à un point Z. Et évidemment, il a franchi un certain nombre d'étapes, il a fait des rencontres, il a subi des épreuves qui l'ont transformé. Et à la fin, donc, votre héros est devenu un héros. Il est bon ou il est mauvais, mais il est devenu, évidemment, quelqu'un qui s'est formé, qui a fait l'expérience de la vie, etc. Et ça va des contes jusqu'aux séries sur Netflix. D'ailleurs, jusqu'à Lali, je dirais. Et évidemment, Paul... alors c'est un peu embêtant parce que c'est pas un personnage dont on sait ce qu'il pense, dont on sait comment il pense, dont on sait même s'il pense. On suppose qu'il pense, mais il peut pas nous le communiquer.
Et ce n'est pas un personnage qui peut évoluer beaucoup puisqu'il ne décolle pas des 18 mois développementaux dont je parlais. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je fais ? Je peux faire un roman beckettien où je raconterais les nuits blanches après nuits blanches et puis la façon dont on tente de lui apprendre à être propre ou ses rares sourires ou le fait qu'il saute au trampoline. Mais enfin bon, je pense qu'à moins d'être vraiment masochiste ou ultra beckettien, je vais avoir un public de 10 personnes qui seront mes parents et 3-4 amis qui auront été touchés par notre histoire. Et en fait, du coup, là, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, donc Paul, comme je le disais, il n'est pas seul. Il y en a 350 000 comme lui en France, et il y en a des millions dans le monde. Et en fait, personne ne raconte leur histoire à ceux-là, parce qu'ils ne sont pas remarquables, parce qu'ils ne sont pas sensationnels ou exceptionnels. Et donc, le meilleur moyen peut-être de donner une histoire par Paul, c'est de raconter quelqu'un qui est hollywoodien. Et Temple Grandin, là, s'est imposé non seulement parce que elle a un parcours qui est exceptionnel, elle a réussi à parler, mais aussi à aller à l'école, à aller au lycée, à aller à l'université, à être diplômée. Et ensuite, elle est devenue une sommité dans son domaine, grâce justement à sa sensibilité autistique, qui lui a permis de comprendre comment les animaux, le bétail en particulier, ressentaient le monde, de quoi ils avaient peur, qu'est-ce qui les troublait. Et du coup, elle a pu imaginer des installations. Elle a pu imaginer des façons de faire qui permettent aux animaux de ne plus être battus et de ne plus être tués et exécutés dans un stress infini. Et qui sont largement utilisés désormais. Oui, désormais, en fait, plus de la moitié du bétail américain passe par des installations dessinées par Temple Grandin. Ouais. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est par humanité que les éleveurs et que l'industrie d'élevage plutôt utilise les méthodes de Temple Grandin, mais soyons un peu, réalistes, c'est évidemment parce que ça fait gagner du temps et de l'argent. Ce que d'ailleurs est un argument qu'elle a mis en avant. Parce qu'elle comprenait très bien qu'il fallait tuer ces bêtes qu'on a élevées pour en faire de la viande en vérité, mais elle considérait qu'il fallait les tuer dans la dignité, qu'elles méritaient une mort douce. Et donc, elle a tout imaginé pour que, il n'y a plus besoin de cow-boys pour les frapper. Ces bêtes vont aller désormais en file, tranquillement, de façon fluide. Elles ne s'arrêteront plus. Elles n'auront plus peur de, du drapeau qui flotte, parce que ça fait du mouvement et donc ça leur fait peur. C'est pour ça que ça trouble leur circulation. Il ne faut pas mettre, là, il y a une canette qui traîne, et ça va troubler ces bêtes parce que l'éclat du soleil sur la canette fait que du coup, elles s'arrêtent. Ouais. Voilà. Et donc, elle diagnostique en fait à travers le monde des tas d'installations, des tas de parcs d'engraissement, des tas d'endroits d'abattoirs où elle peut dire oui là il y a un problème parce qu'il y a ça, etc. etc. Ouais. Et donc elle est devenue à ce point exemplaire. Parce qu'en plus, non seulement elle avait ce handicap, mais il faut imaginer que c'était une femme dans les années 70 dans l'industrie d'élevage avec des cow-boys qui, on peut le dire, ne sont pas exactement, on va dire, ouverts à la jante féminine. Ouais, rappelons-le. Voilà, et au point quand même qu'ils ont un coup enseveli sa voiture sous des testicules de taureau. Donc ça donne une idée de la joie qu'il y avait à travailler à cette époque. Bonne ambiance. Voilà, et en fait, elle a eu ce parcours tellement extraordinaire que en fait quelqu'un lui a dit mais il faut que tu racontes ton histoire, un éditeur. Et donc elle a été la première à raconter de l'intérieur, à faire une autobiographie d'autiste. Et là tout d'un coup des milliers de parents désespérés qui ne comprenaient pas pourquoi leur enfant réagissait de telle ou telle façon, là grâce à la parole de Temple, pour le coup, elle a mis des mots sur ce silence et elle a pu expliquer les comportements qui paraissaient anormaux, bizarres, extravagants ou fous de ses enfants. Et elle a pu dire aux parents si jamais il fait ça, c'est à cause de ça, si jamais il fait ça, c'est à cause de ça. Ce que vous pouvez faire pour l'aider, c'est sensoriellement, il souffre en fait parce qu'il n'entend pas comme vous, parce que quand on le touche, ça ne fait pas le même effet que vous, parce que quand vous le prenez dans vos bras, en fait pour lui, ça lui fait mal. Voilà. Et donc cette mise c'est l'une des premières, si ce n'est la première mise en histoire en fait d'un parcours d'enfant autiste, a rencontré beaucoup de succès aux États-Unis. Et au point qu'ensuite, on a fait de sa vie littéralement un film qui a été récompensé. Qui a eu plein de récompenses. 7 Emmy Awards, un Golden Globe pour Claire Danes, qui a joué le rôle de Temple Grandin. Ouais. Un des rôles les plus difficiles à jouer, a-t-elle dit d'ailleurs. Okay. Parce qu'elle a été coachée pour son langage, coachée pour sa gestuelle, coachée pour tout.
Et donc, voilà un personnage hollywoodien, voilà une trajectoire exceptionnelle, voilà l'illustration de quand on veut, on peut, du rêve américain, de toute cette mythologie du mérite, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Et ce n'est que par contraste qu'on peut vraiment voir ce que c'est que, du coup, d'avoir un enfant comme Paul, qui est littéralement irracontable. Ouais. À la fin du livre, il est question de Serge, le petit frère de Paul. Quelle place, quel symbole il a pris dans le foyer? Alors en fait, on a eu donc un deuxième petit garçon qui aujourd'hui a 21 mois, un petit peu plus, enfin bref. Et en fait, c'était totalement imprévu en fait cette histoire. Et du coup, oui, c'était pas du tout, justement, je pense que si jamais on avait songé à avoir un autre enfant, mais vu ce qui se passait avec Paul et vu comme la vie était dure avec Paul, entre les nuits blanches, la noria des babysitters, le safari administratif dont je parlais, l'angoisse à propos de l'argent, des structures, du futur, de qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'une fois qu'on a compris que on peut l'aider à acquérir un maximum d'autonomie, mais il faudra qu'il vive en milieu protégé toute sa vie. On s'est pas du tout dit, bon allez hop, on va faire un deuxième enfant parce que là on a le temps, on a la possibilité, on a l'argent, ça va être chouette. Alors non, donc Serge en fait est arrivé de façon inattendue. Au point d'ailleurs que quand j'ai dit à mon mari en fait mon chéri, je suis enceinte, il m'a dit ah quelle bonne blague, voilà. Et après quand il m'a regardé et que je lui ai dit non mais c'est pas une blague, voilà, il est ah. Et en fait on a été très heureux de se dire qu'on avait de nouveau un enfant, alors que vu l'état dans lequel notre couple avait été mis par l'expérience d'avoir un enfant. Oui, on n'a pas parlé du couple également, bien sûr. Oui, de toute façon, c'est une pression énorme. 85% des parents d'enfants autistes se séparent. Ils ne supportent pas. Ok. Ils ne peuvent pas, c'est trop dur. Imaginez, tu ne dors pas pendant... allez, Paul, on n'a pas dormi d'affilée des nuits pendant, je ne sais pas, mais des années, quoi. Des années. Parfois, il y avait un moment où ça se calmait. D'ailleurs, je raconte ça dans le livre. À un moment, on pense avoir trouvé une solution, mais c'est toujours temporaire. On pense à ce que c'est bon, mais en fait, au bout d'un mois, ça recommence. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, il dort pas. Toujours le même. C'est toujours le problème. Non, mais je pense qu'on a atteint un point culminant d'ailleurs cet été. En fait, la présence de Serge, qui à la fois pour nous est un grand bonheur et une grande joie. En fait, pour Paul, c'est un facteur de stress démesuré. Ce qu'on n'avait pas du tout anticipé. Je me dis à un moment dans le livre, dans un film Disney, ça aurait été merveilleux. Le petit frère aurait réussi à établir un lien unique avec le grand frère. Il se serait reparlé rien que par le regard. Il se serait donné la main et il se serait avancé dans le couchant. Non, ça marche pas comme ça. En fait, Paul ne supporte pas les bruits de Serge, ne supporte pas la parole de Serge, parce que c'est un bébé, donc il pleure. Donc évidemment, en plus, il dérange la routine, c'est par définition. Il attire toute l'attention de ses parents. Bon, alors là, enfants autistes ou neurotypiques, c'est pareil. Ils sont pas contents généralement de voir arriver un nouveau membre de la famille, parce que ça leur prend leurs parents. D'ailleurs, Paul a immédiatement régressé, fait pipi partout, en compagnie d'ailleurs du chat qui a été perturbé aussi. Parce qu'il faut dire qu'Alexandre et moi, en fait, on est assez des pros de la performance, donc on s'est dit tiens. Je me suis dit, je vais accoucher le jour du déménagement. Comme ça, ça va être fun. Quelle bonne idée. Voilà. Donc, comme ça, je vais faire mon accouchement de 17 heures pendant qu'en même temps, Alexandre gérera le camion et les camions. Et les 82 cartons de livres. Donc, ça sera cool. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, en fait, je pense que... Là, c'est romanesque pour le coup. Nous, notre parcours à nous est romanesque. Le parcours de Paul l'est peut-être moins, mais notre l'est. Tome 2, je raconterai le couple. Restez connectés. Mais c'est vrai que Serge, il est venu comme un cadeau, comme une frayeur aussi, parce que si jamais, comme il y a une part génétique dans l'autisme, mais on ne sait pas de quel ordre elle est, parce qu'on sait qu'il y a un terrain favorable, qu'ensuite il y a une réaction avec l'environnement, avec, j'en sais rien, le fait que peut-être j'aurais mangé un truc plein de pesticides, je raconte n'importe quoi, mais ou que par exemple j'aurais pris de la dépakine. La dépakine, c'est un médicament pour l'épilepsie en fait. Et en fait, on s'est aperçu que prendre de la dépakine, c'est très dangereux quand vous êtes enceinte. Ça favorise beaucoup l'autisme. Voilà. Donc si jamais j'avais pris de la dépakine, par exemple, et que j'avais un terrain favorable génétiquement, paf, ton enfant est autiste. Voilà. Et donc, dans le cas de Serge, on sait que comme il y a un terrain génétique, possibilité augmentée d'être autiste. Alors, les Américains ont fait d'ailleurs des statistiques, parce qu'en France, on n'a rien comme statistique, on ne sait pas, on recense personne. Oui, le mot retard prend tout son sens. On est dans l'estimation.
Bon, les Américains, eux, ils sont un peu, c'est très américain d'ailleurs. Ils sont, pof, voilà, on coche, on fait les grilles, on y va, et hop, voilà, ils savent qu'il y a, je crois, je le dis à un moment, il me semble 13% de chance. Alors que sinon c'est 1%. Donc 1% c'est déjà pas mal, hein. C'est beaucoup en fait quand on y pense. Après c'est pareil, les statistiques varient. Mais voilà, ça augmente de beaucoup du coup le fait qu'il puisse être autiste. Ouais. Alors je rassure les millions d'auditeurs qui m'écoutent. En fait, non, Serge n'est pas autiste et ouf, parce qu'on adore Paul, mais c'est une épreuve. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis je pense que... Enfin, j'espère en tout cas que le livre, il décrit un échec, mais je pense qu'il est combatif et qu'il y a une certaine énergie et que Serge c'est un peu le rayon de soleil en fait de cette affaire. C'est aussi ça nous a aidés de se dire que voilà, il y avait cette possibilité là. Cette possibilité de parentalité là qu'on connaissait pas, mais du coup d'ailleurs on est complètement débile, c'est-à-dire qu'on est là, oh, t'as vu, il a dit porte, oh, t'as vu. Il sourit. C'est ce qu'on appelle des moments de joie. Il faut en profiter, il faut les prendre, il faut les capturer. Voilà, on va dire ça. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Oui, alors l'actualité fait bien les choses parce que là, il y a en salle le film de Muriel Magellan, La Page Blanche, avec Sarah Giraudot. Tiré d'une BD de Pénélope Bagieux, je crois. Tout à fait, et de Mathieu Boulet. Et en fait, j'ai pu voir ce film il y a un mois, parce que Muriel veut adapter un de mes romans, qui était mon deuxième roman, La double vie d'Anna Song, qui est aussi paru chez Actes Sud. Et en fait, moi j'avais un peu les jetons, parce que je connais Muriel, que j'aime beaucoup, qui est aussi écrivain, qui a fait Géante chez Mialet Barreau à la rentrée dernière, en 2021. Voilà. Oui, et elle a fait Géante, et puis elle a fait Inverser le sens des rivières, que j'avais beaucoup aimé aussi. Enfin bref, je vais pas dire toute l'œuvre de Muriel, mais... On la salue. Voilà, mais en tout cas, j'avais un peu peur, parce que je me disais, bon, si jamais je trouve que le film est nul... Ça va être un peu compliqué. Voilà. C'est spécial. Et en plus, comme c'était une comédie romantique, je pense qu'il n'y a pas pire en fait comme possibilité de se planter que la comédie romantique. Donc je m'étais dit, donc je m'assieds anxieuse. Et alors j'étais tellement contente, c'est un très joli film. C'est vraiment un film délicieux, décalé. Sarah Giraudot, elle est géniale. Comment il s'appelle Grégoire Ludwig, le garçon qui par ailleurs lui normalement est dans les rôles comiques. Et dont j'ai vu les performances après coup. En fait, il est à contre-emploi, il est super aussi. Et en fait, j'ai vachement aimé le film. Et je pense qu'on y passe un super moment et que ça fait tellement bien, d'ailleurs, dans la grisaille de la rentrée, de pouvoir se dire tiens, je vais passer un super moment au cinéma avec une comédie décalée, super bien jouée, avec ce personnage qui en fait se réveille sur un banc, qui a perdu la mémoire, qui ne sait pas du tout qui elle est, et du coup qui va mener une enquête sur elle-même, ce qui va donner évidemment lieu à des tas de situations drôlatiques, un peu démentes. D'ailleurs, elle est dans les livres, puisqu'elle travaille à Gibert. Mais au départ, d'ailleurs, elle n'est pas sûre. Elle se dit, je dois travailler à Gibert, mais je ne suis pas sûre, je vais voir. Oui, apparemment, ce sont des collègues. Oui, alors ceux-là, ça doit être mes amis. Ou je dois avoir une liaison avec celui-là, vu qu'il vient de me sauter dessus. Ouais. Donc, il y a un tas de situations très, très joliment exploitées. Grégoire Ludwig. C'est ça. Voilà. Et excellent acteur comique. Et là, comme je le disais, jouant un petit peu à contre-emploi. Et donc j'ai vachement aimé le film et donc j'étais toute contente. Je me dis super, Muriel, ma confiance était là, mais quand même, je me dis on sait jamais. Oui, quoi. Jamais, bien sûr. Voilà. Et donc je suis très contente de pouvoir promouvoir le film de Muriel Magellan, La Page Blanche. Et puis sinon, moi j'adore Divine Comedy, mais alors toutes les places doivent être prises. Et là je vais aller en septembre l'écouter à la Philharmonie de Paris. Et d'ailleurs c'est au point que je l'aime tellement que j'ai repoussé le lancement de mon livre. Qui va avoir lieu le 29 septembre dans une librairie à Saint-Mandé qui s'appelle Parole à 19h30. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Voilà. Mais normalement, j'aurais pu le faire plus tôt, mais en fait, je suis au concert de Divine Comedy et j'ai dit non, je fais aucune promo pendant cette semaine, je ne fais rien. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde lance son livre beaucoup plus tôt et moi, je suis là, non, mais pas moi. Moi, c'est le 29 septembre. Il n'y a pas de petit plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Merci Thomas. Eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas
à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.